Il faut jamais perdre de vue que la propagande de l'adversaire paraît toujours beaucoup plus grossière que la nôtre. Mais on est nous aussi, on a enclenché un système de propagande et on a enclenché un système de propagande qui doit faire taire le fait qu'il y a plein d'éléments qui posent question dans notre propre système de propagande, dans notre propre histoire contemporaine. Si on trouve que la justification de Vladimir Poutine pour envahir l'Ukraine est ridicule, et il y a toutes les raisons de trouver ça ridicule, dénazifier l'Ukraine ou je ne sais quoi, qu'on s'attarde un peu sur l'argumentation de George Bush pour envahir l'Irak. Elle est tout aussi ridicule. Dans la mesure où on vit dans un système, on ne voit pas trop la propagande émanant de son propre système. Et en même temps, c'est assez logique de basculer dans un mode propagande parce que, comme dirait Macron, nous sommes en guerre. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que les médias, le service public, tout d'un coup fassent une information neutre dans une situation de guerre où nous sommes quelque part impliqués, même si on n'est pas officiellement en guerre. Le but du jeu, c'est une guerre psychologique, c'est de faire en sorte que vous arrêtiez de réfléchir avec des concepts, avec de la logique, mais que vous passiez à une réflexion sur la base d'émotions. À partir de là, vous avez gagné. Si l'adversaire en face commence à raisonner avec des émotions, il est extrêmement facile de le mettre à mal. Sur le papier, la France et l'Europe ne sont pas en guerre contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Du moins, pas encore. Mais dans les faits, une guerre économique est déjà en cours et se livre via des sanctions et des représailles interposées. Mais un autre conflit sournois et latent pourrait bien être engagé, c'est la cyberguerre, c'est-à-dire l'utilisation des moyens de l'Internet et des réseaux pour frapper l'ennemi, éviter ses coups et au final gagner la partie. Pour en savoir plus sur les contours de cette menace, j'ai fait appel à Fabrice Epelboin, entrepreneur numérique et enseignant à Sciences Po. Il est membre aussi de l'équipe de Reflet, journal d'investigation en ligne et d'information hacking. Il nous dira ce que c'est que l'information hacking. C'est un des meilleurs spécialistes français de la cyberguerre, justement. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, la guerre d'Ukraine a commencé et une guerre en 2022 se joue également, évidemment, sur Internet et sur les réseaux. On va d'abord parler des réseaux sociaux, ce qui est la face émergée de l'iceberg. Alors, il y a Facebook et Instagram qui ont été limités en Russie, TikTok qui finalement limite aussi les fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas publier de nouvelles vidéos à partir de la Russie sur TikTok. Et en France, RT et Sputnik ont disparu de Facebook, YouTube et même Telegram. Est-ce que c'était attendu ? Est-ce que c'est une figure de style désormais imposée des confrontations entre nations ? Pas une censure à ce point, non, c'est une première. Il y avait déjà eu à l'occasion de conflits quelques censures, mais là c'est quand même assez massif. Pour le coup, c'est une première. Après, la bataille des images sur les réseaux sociaux, non, ça c'est un grand classique. Et c'est une bataille qui a été une blitzkrieg. Ça s'est joué en quelques jours. L'Ukraine a gagné par chaos debout. Elle est aujourd'hui de très loin le vainqueur de la bataille informationnelle. On a eu des mèmes qui sont apparus, Fuck you Russia, avec cette histoire de l'île aux serpents. On a eu des mèmes qui sont apparus sur la relation des Ukrainiens avec leurs animaux domestiques. Forcément, si vous mettez des chats dans l'histoire, vous êtes certain de faire un carton sur les réseaux sociaux. On a eu évidemment ce président qui s'est révélé avoir une dimension churchillienne et qui a épaté tout le monde. Donc sur qui est un acteur à la base, c'est sûr que c'est un atout, hein. C'est clairement un atout. Après, qui pouvait s'attendre à ce qu'un acteur comédien se révèle dans l'adversité un leader à ce point charismatique, capable de faire résonner son message au niveau mondial et de galvaniser sa population. C'était quand même inattendu et pour le coup, il s'en sort plus que très bien. Il y a beaucoup de professionnels de la politique qui auraient fait infiniment moins bien dans sa situation. Et tout ça pour dire que vraiment, sur la bataille des images, vis-à-vis du camp occidental, parce que c'est difficile d'avoir l'opinion chinoise ou russe sur cette partie du problème, il a gagné à plat de couture. Alors justement, est-ce que finalement, les Européens ont intérêt à pratiquer la censure vis-à-vis de médias, disons, liés au Kremlin, alors que quelque part, leurs alliés ukrainiens
s'en sortent bien sans pour autant avoir besoin de censure. Est-ce que c'était une erreur ? La censure, c'est un mouvement global. Cette guerre ne fait qu'accélérer un mouvement global de régression démocratique, on va dire, qui a commencé aux États-Unis, où un espace dans lequel il était impensable de censurer quoi que ce soit il y a encore 10 ans, et qui aujourd'hui censure des boulottes. Enfin, il y a différentes façons d'aborder la censure, mais il y en a 1000 qui sont à l'œuvre. On est face à une régression démocratique, et c'est une logique de voir apparaître ça aussi bien sur le territoire américain que sur le territoire français, que sur le territoire des démocraties dans le général. Les démocraties, particulièrement dans une période de guerre et de confrontation à un camp adverse, vont terriblement régresser et n'auront plus comme argument que effectivement c'est bien pire dans le camp d'en face. Mais ça ne m'étonne pas plus que ça qu'on aborde de façon assez brutale une période de régression démocratique qui se traduit entre autres par de la censure, mais pas que. On a aussi une dialectique contre celui d'en face qui aujourd'hui, je pense notamment à ce qui se passe en ce moment dans le service public où c'est caricatural, le méchant est pro-russe. Je me souviens très bien de l'élection en Corée du Sud en 2012 qui, pour des raisons numériques, est très intéressante, mais la campagne de diffamation faite à l'adversaire qui était de gauche vis-à-vis de la candidate de droite qui était la présidente sortante, consistait à l'accuser de complicité avec la Corée du Nord. Alors, vu de France, c'est complètement ridicule. C'est qu'on voit le décalage entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. S'imaginer qu'un candidat qui est juste de gauche libérale puisse être l'allié d'une dictature complètement caricaturale, ça paraît absurde. Mais fondamentalement, ça n'est pas plus absurde que le discours qu'on balance à tout un tas d'opposants aujourd'hui de complicité avec Poutine, même s'il est vrai que ces opposants hier n'avaient pas pris des précautions suffisantes vis-à-vis de Poutine et n'avaient pas anticipé, mais qui l'a anticipé, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, en gros, la censure, elle est moins créée dans des buts d'efficacité qu'un réflexe de nos sociétés qui désapprennent les libertés. Oui, elle est liée à des systèmes de propagande qui se mettent en place de part et d'autre. Il ne faut jamais perdre de vue que la propagande de l'adversaire paraît toujours beaucoup plus grossière que la nôtre. Mais on est nous aussi, on a enclenché un système de propagande et on a enclenché un système de propagande qui doit faire taire le fait qu'il y a plein d'éléments qui posent question dans notre propre système de propagande, dans notre propre histoire contemporaine. Par exemple, si on trouve que la justification de Vladimir Poutine pour envahir l'Ukraine est ridicule, et il y a toutes les raisons de trouver ça ridicule, dénazifier l'Ukraine ou je ne sais quoi, qu'on s'attarde un peu sur l'argumentation de George Bush pour envahir l'Irak. Elle est tout aussi ridicule. Et avec le recul, c'est assez facile de voir que les deux sont en bataille pour la plus haute marche du podium du ridicule dans la justification. Et on ne va même pas parler de la Libye. Donc au final, les élucubrations de Vladimir Poutine pour justifier l'invasion du territoire ukrainien ne sont pas plus ridicules que celles qu'on a utilisées pour aller détruire la Libye ou pour envahir l'Irak. Sarkozy notamment utilisé. Que Nicolas Sarkozy et plein d'autres, que la presse a docilement relayé. Au final, tout ça ne sont que des propagandes et on a toujours tendance à oublier que dans la mesure où on vit dans un système, on ne voit pas trop la propagande émanant de son propre système. Et en même temps, c'est assez logique de basculer dans un mode propagande parce que, comme dirait Macron, nous sommes en guerre. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que les médias, le service public, tout d'un coup fassent une information neutre dans une situation de guerre où nous sommes quelque part impliqués, même si on n'est pas officiellement en guerre. Au moins, il faut qu'on se le rappelle et qu'on l'ait dans un coin de notre tête. Alors, est-ce que ça a été difficile pour la Russie de limiter Facebook, Instagram, etc. techniquement aujourd'hui ? Non. Techniquement, c'est assez simple. C'est des trucs qu'on maîtrise depuis 10 ans. De la Russie, ce n'est pas une injonction faite à Facebook et Instagram. Non, les techniques de filtrage, sont maîtrisées depuis plus de 10 ans. C'était déjà pas bien compliqué il y a 10 ans avec Bachar el-Assad ou en Égypte ou en Tunisie. C'était quelque chose qui était maîtrisé par Ben Ali en Tunisie en 2010. Donc en 2022, par Poutine, il n'y a vraiment aucun souci. Alors, il y a donc ceux qui sont censurés et il y a ceux qui partent. Netflix a choisi de quitter la Russie. Alors, on ne voit pas du tout l'impact factuel dans les rapports de force de si cela. Je peux me permettre. Netflix n'est plus en mesure d'encaisser ses abonnements. Déjà. Peut-être commencer par ça. Ah ouais. Oui. Puisque les systèmes Visa et Mastercard... Visa et Mastercard, ça, c'est du lourd. Effectivement, Visa Mastercard ne fonctionne plus en Russie. Et donc, de facto, Netflix ne peut plus encaisser ses revenus en Russie. Donc,
interpréter ça comme Netflix quitte la Russie, c'est un joli spin des services de communication de Netflix. Les services de communication, non, les services de relations publiques de Disney avaient laissé sortir un message malencontreux qui s'adressait à l'interne et qui expliquait que malheureusement les droits d'auteur on allait avoir beaucoup de mal à récolter les droits d'auteur en Russie du fait notamment de déconnexion de Swift et que ça allait poser des problèmes économiques. Le truc a fait un scandale parce que c'était franchement grossier d'aborder la problématique sous cet angle, mais il ne faut pas perdre de vue cette problématique-là. Il y a beaucoup de services qui vont s'interrompre en Russie parce que les moyens de paiement ont été interrompus. Et puis il y a beaucoup de choses qui ne s'interrompent pas, le cloud Amazon, le cloud de Google, celui de Microsoft, parce que si on les interrompait en Russie, mais on va peut-être y venir, ça mettrait le doigt sur une problématique de souveraineté dans laquelle la France est dans une situation qui est, autant le dire clairement, désespéré. Aujourd'hui, en gros, demain, les États-Unis sont fâchés contre la France, ils pourraient, contre la Russie ou contre la France, ils pourraient couper le cloud. Ils pourraient tout simplement couper le cloud, c'est-à-dire couper la capacité de l'industrie et des services, en France comme ailleurs, d'opérer. Et donc ils arrêteraient l'économie. On parle de quoi exactement ? On parle de tous les services informatiques d'une entreprise aujourd'hui, tout. De la messagerie en passant par le système de gestion de projet, le système de relations clientèle, la gestion logistique, on parle de tout. En fait, aujourd'hui, les entreprises stockent leurs données, non pas sur leur disque dur, mais... Ça, c'est l'hébergement. Ça, c'est le cloud d'il y a 10-15 ans. On ne stocke pas des données, on délègue des services. On est allé beaucoup plus loin que stocker des données. Stocker des données, c'est une petite partie du problème. Aujourd'hui, on délègue des services. Votre système de gestion clientèle, toute votre capacité à établir des relations avec une clientèle, c'est dans le cloud. Ce n'est pas juste le nom des clients. C'est vraiment toute l'intelligence et toute la capacité à gérer de la clientèle. Donc on est bien au-delà de on a hébergé aux États-Unis, on a délégué des fonctions stratégiques de l'entreprise. Une relation de dépendance encore plus écrasante. C'est plus qu'écrasant. C'est-à-dire qu'on a pris des entreprises, on les a découpées en services et on en a outsourcé parce que effectivement les Américains proposaient clé en main des systèmes qui permettaient de remplacer des trucs vieillissants qu'il fallait mettre à jour de toute façon. Et on a déplacé ces services dans ce qu'on appelle pudiquement un cloud, mais très concrètement, une très large partie de l'informatique qui sert à faire vivre une entreprise ou une administration aujourd'hui est tout simplement déléguée à des providers américains, et si ils coupent les vivres, l'entreprise meurt. Donc ça peut être, toutes ces sociétés qui sont dans le cloud, ça peut être l'arme fatale des États-Unis contre la Russie demain. C'est de loin l'arme fatale. Avec la déconnexion totale de Swift, et encore la déconnexion totale de Swift, on peut reconnecter sur autre chose dans des délais raisonnables. Là, il n'y a pas de délais raisonnables qui tiennent. Si on coupe Amazon et Azure, par exemple, pour citer les deux plus gros, mais je n'ai pas vraiment idée de leur présence en Russie, on arrête l'économie russe. Vraiment, on arrête l'économie russe. C'est comme s'il n'y avait plus d'essence dans la voiture. C'est fini. Mais disons que dans ce cas-là, celui qui tire, c'est-à-dire les États-Unis qui tireraient ainsi sur la Russie, en fait, on vivrait les conséquences puisque les autres pays commenceraient à se méfier. Il y a une gestion de crise suite à ça qui est probablement en train d'être anticipée chez les GAFAM, qui est que, effectivement, si on voyait la Russie sombrer, parce que ça serait très rapide, et revenir, non pas au Moyen-Âge, mais aux années 70-80, du fait de la disparition du cloud, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'activistes français poseraient la question de la souveraineté numérique et de la capacité de la France à opérer des choix en toute indépendance et à anticiper le fait que la géopolitique n'est pas dans le fleuve tranquille, on est déjà passé par Trump, et donc on n'est pas non plus à l'abri, dans 5 ans, 10 ans, allez savoir, d'une situation où on a besoin d'une autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis, on a besoin d'aller dire fuck you aux États-Unis, où on a besoin de pouvoir anticiper de telles menaces sans que ça soit la fin de la France. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Aujourd'hui, si on coupait le cloud américain, ce serait terminé en France. Les États-Unis peuvent appuyer un bouton pour nous tuer. Oui, après, on n'est pas du tout dans la situation où c'est ne serait-ce qu'envisagé. Mais théoriquement, oui, si les États-Unis coupent le bouton du cloud, la France s'arrête. Alors, on parlait justement de hacking et de cyberguerre, d'attaques, etc.
a priori, les Russes, certains Russes ont la réputation d'être des pirates informatiques de haut vol, d'être capables d'attaquer, de saboter les systèmes informatiques de grosses entités, d'administration et d'entreprises. Est-ce que ça a déjà commencé, justement, des attaques massives, notamment contre les entreprises ou les administrations ukrainiennes ou d'alliés de l'Ukraine aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie a un problème qu'on va retrouver dans tout un tas de pays, comme la Tunisie par exemple, c'est-à-dire un système éducatif plutôt à la hauteur et un tissu économique qui n'est pas capable d'offrir un emploi qualifié au personnel qualifié qu'elle forme. En Tunisie, c'est caricatural. Vous avez une capacité à produire de l'ingénieur informatique qui est totalement disproportionnée par rapport à la taille du pays, qui est un tout petit pays. Vous avez énormément de talents en informatique en Tunisie, mais vous n'avez pas une industrie qui est capable de leur offrir de l'emploi. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation qu'on retrouve dans beaucoup de pays de la planète, notamment des dictatures socialistes et communistes, parce que l'éducation, on prend ça très au sérieux. On trouve des compétences qui n'ont rien à faire et qui ont le choix entre aller vendre des fruits et des légumes sur un marché ou faire du piratage. Et évidemment, ça donne naissance à une forme de cyberdélinquance prolifique. La Russie est dans ce cas, elle a énormément de bandes de hackers qui font pour l'essentiel du ransomware, mais aussi du mercenariat, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elles vont aller pirater les entreprises, chiffrer toutes les données de l'entreprise et ensuite demander de l'argent à l'entreprise en échange d'une clé qui va leur permettre de récupérer leurs fichiers. La plupart des entreprises payent parce que soit elles ont très bien organisé une éventuelle attaque, elles ont des backups qui sont opérationnels, elles sont capables de remettre en service leur système sans payer et d'identifier la faille par laquelle sont passés les hackers parce qu'ils ont forcément laissé une porte, une fenêtre ouverte quelque part et réparer ça et redémarrer. Soit elles ne sont pas capables de faire ça et c'est malheureusement le plupart du temps le cas et dans quel cas il faut payer. Et c'est compliqué parce que souvent on paye, on récupère pas la clé. C'est une crise majeure. Il y a grosso modo une PME sur 3 attaquée par du ransomware qui fait faillite dans les années qui suivent. Et c'est une plaie au niveau mondial. Il y a 2 épicentres de ces bandes de cybercriminels qui s'organisent pour aller rançonner les entreprises. C'est la Chine et la Russie. Et en Russie, il y a plusieurs groupes de cybercriminels qui existent. Il y en a un qui s'est rendu célèbre, pas parce qu'elle est extrêmement efficace, il s'appelle Conti, et qui a pris parti pour la Russie dès l'invasion de la guerre en Ukraine, publiquement. Et qui a explosé par la suite, dans les heures qui ont suivi, parce que ils sont aperçus que dans leurs équipes, Conti, c'est l'équivalent, si on parlait de Conti en tant qu'entreprise, ça serait une centaine d'employés. La réalité, c'est que ce n'est pas des employés, c'est un écosystème, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais ça n'est pas plus imposant en termes de ressources humaines qu'une petite SS2I au final. Malgré tout, c'est l'un des groupes les plus dynamiques et qui ont volé des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Peut-être même qu'on finira par compter ça en milliards. C'est pas très clair aujourd'hui, mais c'est des sommes qui sont impressionnantes au regard de la ressource humaine qui est consacrée. Et dans les membres de Conti, il y avait des Ukrainiens qui ont tout bêtement pris l'ensemble des données du groupe et qui les ont publiées publiquement. Les chats, le code source, tout un tas de choses, ce qui a permis de comprendre comment fonctionnait ce groupe-là. On s'est aperçu qu'ils faisaient un peu de mercenariat, qu'ils n'avaient pas hésité à aller espionner Navalny pour le compte du Kremlin, et qu'au final, tous ces groupes vivent en bonne intelligence avec l'État qui les héberge, avec un deal qui consiste à ne pas attaquer ni la Russie, ni les entreprises russes, ni les alliés de la Russie. Et en contrepartie, ils avaient une relative impunité sur le territoire russe. Il y a quelques exceptions, mais c'est grosso modo comme ça que ça se passe. Et dès l'invasion d'Ukraine, Conti, en prenant parti, s'est fait imploser, en quelque sorte, ce qui a calmé tout le monde. Et aujourd'hui, on est dans une situation d'attentisme, un peu la drôle de guerre, où chacun est dans ses tranchées, on observe, sur le terrain cyber. Sur le terrain réel, malheureusement, c'est pas du tout ça. Mais il n'y a pas d'attaque significative. Donc on est dans cette situation d'attentisme. L'explosion de Conti a calmé tout le monde. Les attaques qui sont vraisemblablement, il faut toujours mettre du conditionnel dans les attributions, qui sont vraisemblablement d'origine russe sur l'Ukraine, sont très ciblées sur l'Ukraine pour ne pas déborder. C'est pas forcément évident de ne pas déborder quand on fait des attaques cyber, de façon à ne jamais être dans cette ambiguïté il y a eu une attaque cyber sur un pays membre de l'OTAN et donc l'article 5 peut être déclenché. Justement, donc il y a déjà des attaques cyber contre l'Ukraine, mais c'est des petites attaques cyber depuis 2014 en fait. La guerre cyber, elle a commencé avec la révolution du Maïdan, elle s'est jamais arrêtée depuis. Et donc ce qu'on observe aujourd'hui,
n'est pas significativement différent de ce qui se passait il y a 6 mois. Il n'y a pas d'évolution notable. Ça pourra venir demain. Mais le temps de diffuser cet entretien, ça se trouve, ça sera là. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'évolution notable par rapport à ce qui se passait il y a 6 mois. Et le vrai momentum de la cyberguerre en Russie, il se place en 2014, pas aujourd'hui. Et dans l'autre sens, est-ce qu'il y a des attaques cyber contre les entreprises russes déjà? Ou alors peut-être qu'on ne les connaît pas? On ne connaît pas tout. Il y a un effet de brouillard, on va dire, qui est constitué par Anonymous. Anonymous renaît de ses cendres. Anonymous qui est un drapeau, c'est un peu l'équivalent des Gilets jaunes, hein, mais version cyber. C'est-à-dire que c'est un appel à se réunir sous une identité commune, à effacer l'individualité sous une identité commune pour obtenir un effet de masse et évidemment diluer les possibilités de répression, vu qu'il n'y a pas d'individu là-dedans. Donc si on est face à un État ou une organisation potentiellement agressive, il n'y a personne à attaquer en particulier. Donc profiter de l'effet de masse pour faire l'équivalent d'une manifestation, mais dans la dimension cyber, et attirer l'attention. Et sur cette dimension-là, c'est très très efficace, hein, au même titre que les Gilets jaunes. C'est clair que si vous faites une manifestation avec 500 gugus sur les Champs-Élysées, c'est pas grand-chose, 500 personnes sur les Champs-Élysées. Si vous mettez des Gilets jaunes, tout d'un coup, vous lancez un message, c'est beaucoup plus clair, vous avez les médias, vous avez de l'attention. C'est à ce stade vraiment la même chose. On a vu des Anonymous arriver aussi bien au départ c'était une problématique strictement américaine, hein, c'est né dans la confrontation entre la scientologie et des anciens membres de la scientologie, et puis avec le printemps arabe ça s'est internationalisé, l'effet Wikileaks et printemps arabe ont fait que tout d'un coup les Anonymous ont été appelés à la rescousse par les Tunisiens pour s'intéresser à ce qui se passait dans cette région du monde. À partir de là, c'est devenu un phénomène international et on a vu des Anonymous se saisir d'une multitude de causes. Et évidemment, ce n'est pas les mêmes, hein. C'est juste le même gilet jaune qui, là, est le masque de Guy Fawkes qui sert d'étendard pour aller faire des manifestations numériques. Ça prend essentiellement la forme de ce qu'on appelle les DDoS, c'est-à-dire des attaques par déni de service qui vont permettre de paralyser temporairement un site, ou de defacing, c'est-à-dire remplacer la homepage du site par un message de revendication. On est vraiment dans un phénomène de manifestation qui consiste à faire du bruit et rendre une voie de circulation inutilisable, ou faire des tags sur des murs pour poser une revendication. Et là, les Anonymous, ils ont déjà agi contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine ? Les Anonymous, par nature, se mettent toujours du côté de David contre Goliath, du côté du faible contre l'oppresseur. Ils ont agi de 1000 façons, la façon la plus simple étant un appel auprès de la population de faire du DDoS, c'est-à-dire d'essayer de paralyser certains sites russes. Ça a provoqué énormément de bruit, beaucoup d'attention, mais ça a aussi provoqué une fenêtre d'opportunité de part et d'autre pour faire des opérations beaucoup plus ciblées dans la plus grande discrétion, parce que c'est sûr qu'au milieu d'une foule qui hurle, si vous arrivez avec un fusil à lunettes et que discrètement vous shootez quelqu'un, ça passe inaperçu, vous pouvez tranquillement vous retirer sans que personne ne vous court derrière. C'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est aussi Anonymous, c'est le bruit que fait Anonymous, une forme de perturbation, de bruit dans le signal qui rend difficile la compréhension de ce qui est vraiment à l'œuvre et qui permet à des acteurs, d'un côté comme de l'autre, de faire des opérations sans se faire repérer. Alors, tu disais que une opération de hacking sévère peut être considérée comme un acte de guerre, notamment si elle vise un pays de l'OTAN et enclencher l'article 5, c'est-à-dire... La solidarité des membres de l'OTAN, le 1 pour tous, tous pour un. L'attaque cyber sur des infrastructures stratégiques, comme préciser ça, aujourd'hui, même si c'est pas noir sur blanc dans les textes, mais ça finira par l'être a priori assez rapidement, c'est considéré comme une attaque, et donc à partir de là, article 5 de l'OTAN, et là, nous sommes en guerre, comme dirait Macron. Pour l'instant, on n'en est pas là. Peut-être que la Russie, en tout cas les cyber hackers russes, ils font attention à ne pas gêner le Kremlin en précipitant... Oui, de toute évidence. Pour ce qui est des forces cyber liées à l'État russe, on ne parle pas de la cyberdélinquance cette fois-ci, ils font très attention pour le moment à ne pas déborder du cadre ukrainien. C'est-à-dire qu'il y a des attaques sur l'Ukraine, il n'y a à ce jour pas d'attaque sur l'Ukraine qui est débordée sur un autre pays, et il n'y a pas d'attaque sur un autre pays qu'on peut attribuer à la Russie. Alors là, on parlait vraiment des hackers. Reflet, dont tu es
un des contributeurs, un des animateurs. Reflet, donc c'est un média spécialisé dans l'information de guerre et notamment dans l'information hacking. Et vous, disons, vous chroniquez les dispositifs de sécurité, vous les observez et vous avez réussi par exemple à signaler aux Ukrainiens des fragilités dans leur système. Alors Reflet, c'est un média qui fait de l'investigation et qui a comme caractéristique d'avoir avant tout des hackers plutôt que des journalistes. Mais pas eux, il y a aussi des journalistes qui sont potes avec des hackers. C'est un mix entre hackers et journalistes qui s'entendent bien, qui travaillent, c'est au-delà de la bonne intelligence, hein, c'est forcément du journalisme de guerre, ça veut dire que tout le monde a été au front en même temps, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la camaraderie, qui se crée, j'ai envie de dire presque un peu comme dans l'armée, et qui a une très longue expérience des conflits armés dans leur dimension cyber. Aussi bien en Libye qu'en Syrie, que sur tout un tas de fronts dans lesquels il y avait effectivement des populations sous les bombes et où le cyber pouvait amener de la protection aux populations, confronter l'assaillant, parer ses coups, et Reflet est impliqué dans tout ça. Mais j'insiste, c'est un média d'investigation, c'est pas un média qui fait la chronique de quelque chose, c'est pas du tout ce type de journalisme. C'est du journalisme qui est plus qu'engagé, qui va aller s'engager pour typiquement faire en sorte de protéger les citoyens tunisiens de la surveillance de Ben Ali lors de la révolution tunisienne, ou qui va être aux côtés de ceux qui ont rebranché Internet quand Moubarak l'avait coupé, ou détourner les réseaux de communication syriens pour envoyer des messages à la population syrienne leur donnant des instructions de comment se protéger de la surveillance. On est dans du journalisme à l'Hemingway, c'est-à-dire avec un AK-47, enfin Hemingway, pas d'AK-47, mais avec une arme à ses côtés, avec un stylo dans une main et une arme dans l'autre. Et c'est un média qui a maintenant plus de 10 ans, donc qui a, hélas, une très lourde expérience du conflit armé, parce qu'il y en a eu beaucoup en 10 ans, beaucoup trop, et qui aujourd'hui est impliqué dans la guerre en Ukraine, et évidemment, tout comme Anonymous, du côté des oppressés contre les oppresseurs, et donc qui mène plusieurs opérations, et qui récemment a, on va dire, réussi, j'ai envie de dire à l'insu de leur plein gré, parce que très honnêtement, c'est des billes en marketing, hein, on va être honnête, mais qui à l'insu de son plein gré a réussi un beau coup médiatique, qui a été repris par l'AFP et tout un tas de gens, parce qu'ils ont repéré des failles de sécurité qui sont extrêmement simplettes, hein, des configurations par défaut de webcam qui sont placées dans les voitures en Ukraine. Voitures de police. Les voitures en général, et aussi les voitures de police. Donc après, c'est un travail qui est celui d'un hacker ou d'un informaticien, un scan global de tout l'Internet des objets ukrainiens, un focus sur tout ce qui était caméra connectée, et dans les caméras connectées, un tri qui a permis de s'apercevoir qu'effectivement il y avait des voitures de police, constituer des listes de l'ensemble des caméras connectées qui étaient accessibles aux 4 vents et que les Russes pouvaient très bien utiliser, aller voir les autorités ukrainiennes, leur signaler le problème, et le problème, alors ça on a été bluffé, a été corrigé en 3h30. En général, quand vous allez voir une grande entreprise multinationale et que vous leur signalez un problème de sécurité, il y en a pour des mois à corriger le truc. Là, vraiment, je ne sais pas par quel miracle, ça a été d'une rapidité déconcertante. Alors, on va parler de tout cela, mais je voudrais qu'on parle maintenant des câbles sous-marins. Il y a certains analystes qui ont peur de ce que les Russes peuvent saboter les câbles sous-marins, puisque les câbles sous-marins, c'est ce qui permet à l'Internet de se diffuser. En fait, c'est un peu le système nerveux de l'Internet. Et donc, ces câbles sous-marins sont accessibles, en tout cas ceux qui connectent l'Europe au reste du monde, sont accessibles aux Russes. Tous. Tous les câbles sous-marins de la planète. Il faut savoir que 99% des communications de la planète passent par des câbles. Le satellite est très anecdotique et n'est pas du tout en mesure de proposer une alternative, si ce n'est ponctuelle, Starlink ou un autre. C'est quelque chose Starlink d'Elon Musk. Oui, c'est totalement ponctuel. C'est pas quelque chose qui peut remplacer les câbles. La quantité d'informations à faire circuler sur la planète est telle que seuls les câbles sous-marins fibre optique sont capables de faire transiter tout ça. Et des câbles sous-marins, vous en avez absolument partout. C'est très facile à détruire, hein. Vous prenez un chalutier et une ancre et vous raclez le sol sur un endroit où vous savez qu'il y a des câbles, vous allez faire des dégâts considérables qui vont se chiffrer en dizaines ou en centaines de millions de dollars pour réparer. Et en journées, semaines, peut-être même mois d'interruption de service. Donc c'est pas
Il n'y a pas besoin d'être la Russie. Il y a besoin juste d'avoir un chalutier. Il y a besoin d'avoir pourquoi on dit que la Russie peut le faire? Pourquoi Parce que la Russie, tout comme si j'avais un grand-oncle qui était pêcheur breton, peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est une fragilité intrinsèque du réseau Internet. Et si vous le faites en sachant ce que vous faites, et là, pour le coup, effectivement, il y a besoin d'avoir un minimum de compétences en ingénierie réseau, vous pouvez provoquer des dégâts considérables. Et il n'y a aucun moyen de protéger ces câbles. Imaginez un câble qui traverse tout l'Atlantique ou tout le Pacifique. Vous n'allez pas mettre des patrouilleurs anti-sous-mariniers à tous les niveaux. Vous pourrez éventuellement repérer qu'il y a certains bateaux qui sont susceptibles de traîner une ancre ou quelque chose pour détruire dans ce coin. Mais si c'est un sous-marin, et comme la Russie ne manque pas de sous-marins, très concrètement, ils peuvent couper ce qu'ils veulent où ils veulent. Donc c'est une arme fatale aussi, comme les GAFAM. C'est probablement moins fatal que les GAFAM, mais effectivement, dans une hypothèse de confrontation et de montée, ça pourrait être une arme qui fasse que nous, tout d'un coup, nous, petits occidentaux, on a beaucoup de mal à avoir Netflix parce qu'il n'y a plus suffisamment de bandes passantes. Ça poserait des problèmes d'infrastructure assez majeurs. Ouais. Et le satellite pourrait En aucun cas. Même pas un peu? En aucun cas. De façon ponctuelle sur un terrain d'opération, oui. Mais on ne va pas basculer, nous, utilisateurs lambda, avec nos usages actuels, sur de la connexion satellite, ça ne marchera pas. Alors, est-ce qu'il est possible, est-ce que cette guerre peut être finalement la guerre de la mort d'Internet, c'est-à-dire de la création par plusieurs pays de petits intranets qui couperaient les citoyens de ces pays du reste du monde, notamment en Russie? Oui. Il y a très clairement une préparation de quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la balkanisation, de l'Internet russe qui se couperait du monde. Il faut quand même souligner que jusqu'ici, ça n'a jamais marché. Il y a eu des tentatives, notamment de l'Iran, mais aussi de la Russie, de tests pour se couper du monde et vivre sur une espèce d'intranet national. Jusqu'ici, techniquement, ça a toujours foiré. Peut-être les Chinois, ils ont un Internet bien spécifique. Non, les Chinois, ils ne sont pas sur cette logique-là. Les Chinois, ils sont sur une logique d'une grande muraille où tu peux accéder à l'information à l'étranger, mais pas à n'importe laquelle. Il faut qu'elle soit whitelistée. Et il y a énormément de choses qui sont filtrées. Là, on parle vraiment d'une logique de lockdown, c'est-à-dire que tout d'un coup, on coupe tout. Absolument tout. Et on vit sur un intranet en local. C'est pas du tout la même approche technique que l'approche de la grande muraille numérique de Chine. Vraiment, la grande muraille numérique de Chine, il y a juste quelque part une douane de l'information qui est extrêmement sévère et qui regarde de très très près tout ce qui transite. Là, il n'y a pas une douane de l'information. On coupe les ponts. C'est vraiment une autre démarche. Et on est vraiment sur une démarche de balkanisation. On va voir si ça marche. Si ça marche, ça pourrait être un précédent dangereux. Si ça marche, on aura l'Iran qui suivra et on aura vraisemblablement par la suite tout un tas on aura un savoir-faire pour que ça puisse marcher. Et donc ce savoir-faire s'exportera exactement comme les technologies de surveillance. Et on a au minimum l'Iran et la Syrie qui sont certainement prêts à faire un chèque pour avoir ce genre de technologie. Oui. Alors donc aujourd'hui... On voit que donc il y a une sorte de guerre informationnelle et de guerre des réseaux et aussi de guerre de l'espionnage parce que finalement Internet et aussi le cloud sont espionnés en permanence et au départ, c'est la NSA, donc les Américains, qui ont eu la technologie pour pouvoir finalement se saisir des informations et des données. Alors, ça dépend de la façon dont on aborde la dimension technique de l'espionnage. Les Américains ont eu un rôle majeur. Mais on n'est pas mauvais. Typiquement, il y a une technologie complètement clé, moins aujourd'hui, mais qui a été vraiment totalement clé il y a 10 ans pour espionner des nations tout entières, faire de l'espionnage de masse. C'est le Deep Packet Inspection. Et ça, c'est une innovation française qui a été conçue dans un laboratoire à l'Université de Paris 6 et qui ensuite a donné lieu à une start-up qui s'appelle Cosmos, qui a eu une confrontation malheureuse avec Reflet. Ça s'est mal passé. Son patron a terminé avec une accusation de complicité de crimes de torture à La Haye. Et la France n'est pas mauvaise là-dedans, pas mauvaise. Les Chinois sont pas mauvais, évidemment, les Russes non plus. Mais c'est pas juste les méchants Américains contre le reste du monde. C'est plus complexe que ça. Les Américains ont été en avance de phase, et puis évidemment, ont investi des sommes totalement folles là-dedans, ce qui fait que sur beaucoup de domaines, ils ont une très grande avance. Mais c'est pas les seuls.
Alors, donc, on parlait de Reflet, qui fait du journalisme d'investigation en ligne et qui fait de l'activisme, en fait, au profit des David de la planète contre les Goliaths de la planète. Alors, je voudrais qu'on finisse cet entretien en parlant justement de votre rôle, du rôle de Reflet dans cette guerre. Vous n'êtes pas juste des observateurs, vous êtes des acteurs, et notamment parce que vous voulez permettre à ceux qui justement pourraient subir un Internet dégradé, en Ukraine notamment, d'avoir un plan B, si j'ai bien compris. Anticiper ce qui va se passer avec Reflet dans les semaines, les mois et hélas peut-être les années qui viennent, c'est relativement simple parce que c'est pas la première guerre dans laquelle Reflet va faire du journalisme des guerres et va s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Et typiquement, on peut s'attendre à ce que Reflet apporte des solutions de protection face aux attaques et à l'espionnage vis-à-vis de la population civile, éventuellement vis-à-vis d'une forme de résistance parce que l'Ukraine va basculer, et si ce n'est déjà fait, d'une logique d'une armée qui répond à une armée à une logique de résistance. L'armée ukrainienne ne va pas pouvoir rester en tant qu'armée ukrainienne bien longtemps. Elle est très vraisemblablement, mais il faudrait demander à des experts militaires, en train de se reconfigurer en résistance armée. Et ça aussi, ça demande des dispositifs techniques pour être à l'abri de la surveillance. C'est typiquement le genre de choses où Reflet pourrait avoir à s'impliquer. C'est des territoires très très délicats parce que c'est comme la Syrie, au fait. C'est une myriade de groupes, on ne sait pas toujours à qui on a affaire, mais pour le coup, Reflet a l'expérience typiquement du terrain syrien, donc a acquis tout ce qu'il faut pour le faire de façon sérieuse, raisonnable et intelligente. Il y aura évidemment... C'est-à-dire ne pas donner des armes à des djihadistes en Syrie et peut-être à des néo-nazis en Ukraine ? Typiquement, faire gaffe à ce genre de choses, vérifier à qui on a affaire. On parle d'armes, on ne parle pas d'armes physiques. Ça peut malheureusement mener aux mêmes effets, mais où il y a aussi de l'armement qui consiste à être juste une forme de protection, et dans quel cas c'est moins grave de le donner à des nazis ou des djihadistes. Il y a une expérience de comment apporter de l'aide cyber sur le terrain qui est assez unique du côté de Reflet. Il y a une expérience pour comprendre ce qui se passe sur le terrain et faire la distinction entre des opérations psychologiques, je pense notamment à ce qui s'est passé à Tchernobyl, et une réalité avec un réel danger cyber qui n'est pas nécessairement anticipé. C'est-à-dire l'angoisse d'une destruction... une pure guerre informationnelle. La centrale nucléaire qui avait été prise d'assaut par l'armée russe, pour toi, c'était du bluff. Pour moi, c'est une guerre informationnelle. Ça consiste à faire peur. Ça consiste à jouer avec des signifiants et des signifiés, Tchernobyl étant quelque chose de très 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 pesant d'un point de vue signifiant, et faire comprendre à l'adversaire que le danger nucléaire est une possibilité. Mais soyons clairs, si jamais ils faisaient exploser Tchernobyl et que ça provoquait des radiations, les Russes seraient les premières victimes. Donc à un moment, il faut juste réfléchir en sens de stratégie, c'est débile. D'autant plus que autant ce genre de menace venant d'un groupe terroriste peut être crédible, mais les Russes ont d'autres moyens d'utiliser le nucléaire. C'est pas comme s'il manquait de missiles. Donc il y a vraiment une capacité avec le nucléaire, que ce soit Tchernobyl ou l'autre centrale russe qui a été bombardée, mais c'est des bâtiments administratifs qui ont été bombardés, à faire ce que dans la cybersécurité on appelle du FUD, le Fear, Uncertainty and Doubt, la peur, l'incertitude et le doute, de façon à terroriser la personne en face. Et en fait, le but du jeu, c'est une guerre psychologique, c'est de faire en sorte que vous arrêtiez de réfléchir avec des concepts et avec de la logique, mais que vous passiez à une réflexion sur la base d'émotions. À partir de là, vous avez gagné. Si l'adversaire en face commence à raisonner avec des émotions, il est extrêmement facile de le mettre à mal. Alors, merci beaucoup Fabrice Epelboin. Je rappelle que tu es entrepreneur numérique, enseignant à Sciences Po et membre de l'équipe de Reflet, journal d'investigation. Je me permettre de préciser un truc. Oui. Reflet, c'est sur abonnement. Ça ne vit parce que... Reflet avec un s.info. Ça ne vit que parce qu'on a des abonnés. Et c'est grâce aux abonnés qu'on arrive à mener ces actions. Donc il y a différents modèles économiques dans les médias. Reflet, c'est longtemps cherché. Aujourd'hui, Reflet, c'est sur un modèle d'abonnement, et sans les abonnements, Reflet ne peut pas continuer. Donc on a vraiment besoin, on fait partie un peu comme Mediapart, de ces médias qui ont besoin de leurs abonnés pour continuer à aller de l'avant. Merci Fabrice.